Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, Parfait. Bonjour à tous et ravi de vous voir ce soir et de vous retrouver ici. Merci de votre présence. Donc, aujourd'hui, on va parler de légumes en agriculture de conservation des sols. Alors, pourquoi ce groupe? C'est parce qu'il existe une grande diversité de producteurs de légumes, des petits maraîchers, des gros maraîchers, pour lesquels on retrouve beaucoup de vidéos et de forums sur Internet, mais également des maraîchers spécialisés, des légumiers et des producteurs de légumes d'industrie pour lesquels on manque beaucoup d'informations, de références et d'échanges entre agriculteurs et techniciens. Et c'est pour ça que Arthur et Baptiste ont voulu créer ce groupe, initier cette dynamique d'échange et de partage. Et donc aujourd'hui, c'est la première rencontre de cette série que l'on espère durer tout au long de l'année. Alors, sur ces producteurs de légumes de plein champ ou de légumes d'industrie, on va trouver des contraintes communes liées aux structures d'exploitation. On va trouver des circuits souvent longs avec des qualités externes et internes qui sont bien définies, notamment l'homogénéité, l'aspect, la fermeté, le taux de sucre, etc. Des techniques également de maraîchage sur sol vivant, souvent difficiles à mettre en œuvre. Donc pour le coût et la disponibilité de la matière organique, notamment le désherbage, les associations de cultures. Pour toutes ces raisons, on a souhaité donc mettre en place ce groupe et cette dynamique autour d'Arthur et de Baptiste qui vont être les animateurs de ce groupe, du moins au moins pour le lancement, puisqu'après on compte sur tout le monde pour être le relais et pour participer et pour nous aider dans la mise en place de cette dynamique. Donc cette dynamique va se situer autour de Landfiles, qui va être l'outil qui va nous permettre d'échanger. Alors tout d'abord, je vais vous présenter donc Arthur Burezi. Merci beaucoup Arthur d'être là. Donc Arthur est technicien en production légumière et travaille sur l'adaptation des techniques de conservation des sols sur ces systèmes. Et il accompagne des producteurs sur le quart sud-est de la France. Bonjour Nicolas, merci, bonjour à tous. Merci. Et je vous présente Baptiste Maître, qui est également technicien en agriculture de conservation des sols sur système de légumes industriels avec une dominante pomme de terre. Et il accompagne des agriculteurs en individuel ou en groupe. Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, ravi d'être avec vous ce soir. Merci Baptiste de ta présence. Alors, donc, je le disais, je vais présenter très rapidement l'outil sur lequel on va travailler. Donc, normalement, vous avez reçu une invitation sur ce groupe. Donc, voilà l'interface web de Landfiles. Il y a une application mobile que l'on ne va pas présenter aujourd'hui, mais vous téléchargez-la et vous aurez accès également au groupe. Donc, dans ce groupe, vous allez trouver donc, des observations et on va les regarder tout à l'heure avec Arthur et Baptiste. Alors, juste pour vous présenter les spécificités de l'outil, donc on voit ici une observation qui a été faite par Arthur sur du melon en TCS cette année avec des données qui ont été indiquées, donc la surface de la parcelle, pourcentage de matière organique, la nature du couvert, enfin la composition du couvert, la date de semis, etc., avec différentes informations en plus, avec voilà, une belle photo également. Donc, on vous invite vraiment à ajouter également vos observations et nous pourrons discuter tous ensemble, échanger sur ces observations et construire vraiment une dynamique d'observation collective. Alors, pour vous présenter l'outil, vous pourrez aller naviguer dans la page groupe. Tout en haut à droite, vous avez, dans la barre du haut, vous avez un onglet groupe. Et on a mis à disposition 3 autres groupes donc, sur la viticulture et l'élevage. Et vous pourrez aller vous balader dedans pour voir ce qu'il en est et puis comprendre comment fonctionnent des groupes dans Landfiles. Voilà. Sans plus tarder, on va démarrer donc, avec tout d'abord les spécificités du maraîchage
et du légume spécialisé. Donc, on va commencer. Arthur, pourrais-tu nous parler tout d'abord des spécificités sur les charges opérationnelles, s'il te plaît? Oui, alors peut-être un petit mot avant ça. En fait, finalement, avec Baptiste, on représente un peu, et c'est pour ça que c'était intéressant de faire cette intervention à deux, on représente un peu finalement les deux bouts de la production légumière. Baptiste sur, on va dire, des grandes surfaces de légumes d'industrie. Il est plutôt basé dans le nord de la France, sur des rotations céréalières avec de la betterave, de la pomme de terre, des choses comme ça. Moi, je suis situé dans le sud de la France avec du légume sous abri et plein champ, où je suis plutôt sur du maraîchage spécialisé. Et donc, on est sur des cultures, voilà, ça peut être du melon, de la salade, des tomates, du concombre, de la fraise, et avec des exploitations en général qui sont spécialisées dans certaines de ces cultures-là. Ça peut aller de quelques hectares à éventuellement une centaine d'hectares. Finalement, on représente un peu deux systèmes où on va parler tous les deux de légumes, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Et du coup, c'est intéressant aussi de confronter les différentes approches et de voir à quel endroit on va pouvoir trouver des solutions qui sont communes et peut-être à d'autres endroits, il va falloir aller chercher des choses dans des domaines différents parce que finalement, on ne parle pas exactement de la même chose. Donc voilà, je pense que c'était important de faire ça un peu comme préambule. Je voulais démarrer effectivement cette introduction sur ce tableau qui peut sembler un petit peu austère de premier abord, mais qui pour moi résume très bien on va dire, mon côté de la production légumière, c'est-à-dire des gens qui font du maraîchage spécialisé. Donc, on est assez loin du petit maraîchage. Le petit maraîchage, c'est quelqu'un qui va faire moins d'un hectare, par exemple, avec beaucoup de légumes. C'est ce que, en fait, quand on va sur Internet, on trouve assez facilement. Et c'est aujourd'hui ce que le MSV a beaucoup développé. Et moi, je travaille sur des systèmes qui sont un petit peu plus développés. Et je me suis amusé à récupérer des informations sur le blé et sur la salade de différentes sources. Et en fait, ça permet en un coup d'œil de comprendre un peu en quoi, pour les gens qui ne connaissent pas très bien les spécificités du légume, on est sur quelque chose qui est complètement différent de la grande culture. Donc déjà, si on va dans le bas du tableau, on voit déjà qu'en termes de charge hectare, en gros, on est autour de 2 000 € en grande culture et autour de 40 000 € en production légumière. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur de charge hectare. Donc, ça veut dire que le risque initial quand on fait un hectare de légumes, ce n'est pas du tout le même que quand on fait un hectare de blé. Et du coup, qui dit risque important, parce que investissement important au départ, dit volonté de prendre des risques qui va potentiellement pas du tout être la même. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir on va dire, en tête quand on travaille sur ces systèmes-là. Et la deuxième chose importante, à mon avis, dans ce tableau-là, c'est quand on compare les grandes cultures aux productions légumières en général. Je vous ai pris deux exemples, mais c'est en général qu'il faut le comprendre. C'est le poids des intrants dans le chiffre d'affaires total. On voit que le poids des intrants, donc si on prend la fertilisation, les phytosanitaires et les semences, en grande culture, en gros, on tourne autour de 40 à 50% du chiffre des charges, alors qu'en légumes, on est autour de 5 à 10%. C'est-à-dire que le coût des intrants hors main-d'œuvre dans les productions légumières est en fait assez faible. Et ce qui est essentiel des postes de charge, c'est surtout la main-d'œuvre et les amortissements. Donc, ça peut être le matériel, les serres, etc. Il y a quand même un coût des plants qui peut être important, mais qui de toute manière n'est pas forcément compressible. Ce que je veux dire par là, c'est que la tentation des agriculteurs de se dire on va réduire nos coûts de production en réduisant les intrants, et donc notamment le travail du sol, les charges de mécanisation qui sont liées et tout ce qui va être les engrais et les phytosanitaires, en fait, est très minime. Et du coup, ce n'est pas par ce bout-là, dans mon système, qu'il faut le prendre, parce que ce n'est pas ici que les gens ils vont gagner de la rentabilité, c'est sur d'autres choses. Et du coup, c'est une différence majeure avec l'agriculture de conservation en grande culture, où un des arguments de porte d'entrée, c'est la réduction des charges, et notamment des charges de mécanisation. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous présenter désormais les spécificités sur le travail du sol? En fait, c'est complètement lié. C'est que vu que le travail du sol représente une part extrêmement faible du coût final de la culture, on ne lésine pas sur le travail du sol. Et s'il faut repasser 2, 3, 4, 5 fois pour faire un travail qui est très fin, qui est très affiné, on le fait sans aucun problème.
d'autant qu'on va chercher une homogénéité qui est très grande, notamment sur les cultures qu'on appelle les cultures en plein. Donc là, je vous ai mis par exemple la préparation pour une culture de salade qui suit une culture en ligne, goutte à goutte. Donc ça veut dire qu'on avait un système où on avait des cultures qui sont que sur certaines parties de la serre et on va passer à une culture où l'entièreté de la serre va être remplie. Et il y avait une hétérogénéité, parce que dans la culture goutte à goutte, une tomate ou un concombre, par exemple, on n'a cultivé qu'une partie, donc on a arrosé et irrigué qu'une partie. Arrosé, irrigué et fertilisé qu'une partie. Un système où on va cultiver l'ensemble. Et on ne veut pas retrouver l'hétérogénéité due à la différence d'avant. Et pour ne pas retrouver cette hétérogénéité, on va chambouler le sol, on va dire, un peu dans tous les sens. Et s'il faut passer 2, 3 ou 4 fois pour faire un travail où on a vraiment mélangé les horizons et affiné excessivement la surface, on va le faire, d'autant qu'au final, dans le coût final de la culture, ça ne représente pas grand-chose. Et du coup, il y a, on va dire, une sorte d'habitude et de culte du travail du sol en maraîchage spécialisé qui est assez difficile à déloger parce qu'il est ancré assez culturellement. Et du coup, voilà, il y a une vraie difficulté aussi de ce point de vue-là à travailler sur un non-travail du sol absolu. Alors, on y travaille, on va présenter les pistes, mais on part d'une situation qui est quand même assez fortement imprégnée par un travail du sol intensif. D'accord. Et en termes de fertilisation organique, cette fois-ci? Oui, donc là, c'est si on prend un petit peu le détail de comment ça se passe en termes de sol, finalement, on a quand même des sols qui fonctionnent pas si mal, malgré une forte perturbation mécanique, et notamment parce qu'il y a des apports organiques qui sont faits assez régulièrement. Mais il faut comprendre que ces apports organiques, c'est souvent des apports sous forme soit de compost, soit de bouchons. Et donc, en termes de structure de sol, et notamment de tout ce qui va être le lien aux champignons et à la biologie, on est sur quelque chose de beaucoup plus pauvre que si on travaillait avec des produits frais et non compostés, dans lesquels il y a encore finalement de l'énergie disponible pour la vie du sol. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans le maraîchage actuellement. C'est ce travail avec de l'organique ou de l'organominéral, mais un organique qui est finalement assez peu favorable à la biologie. Et réintroduire du frais, on va voir que c'est une des pistes aussi de travail qui est super intéressante. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant des rotations réduites et de leur impact sur le travail du sol? Oui, alors finalement, un peu le paradoxe, qui est un paradoxe apparent, c'est qu'on se retrouve dans un système avec énormément de diversité potentielle de légumes. C'est-à-dire que quand on prend tous les légumes d'été, les légumes d'hiver, on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup. La courgette, le concombre, le melon, la salade de fenouil, le céleri. Il y a une liste qui peut être vraiment très longue. Et finalement, quand on va dans chaque exploitation est relativement spécialisée en général dans certains types de légumes et va faire un ou deux légumes d'été, un ou deux légumes d'hiver, parfois un petit peu plus, mais finalement, on tombe assez rapidement sur des rotations qui sont très courtes. Et on se retrouve, par exemple, à avoir des gens qui vont faire un melon, puis deux salades, et c'est tout. Et ça va être uniquement ces deux cultures qui vont se succéder tous les ans. Et donc, finalement, tous les ans, on fait la même culture, au même endroit, avec un travail du sol intensif pour remettre un peu tout à plat. Et du coup, dans ce système-là, en lien avec le fait que justement, on a assez peu d'organique actif, on va dire, puisqu'on a des taux de matière organique qui sont importants, mais une biologie qui est assez faiblement active, du fait des apports plutôt compostés, on va rapidement se retrouver dans des systèmes avec des maladies qui apparaissent, et notamment des maladies de sol, des maladies telluriques. Donc là, je vous ai pris quelques exemples. Là, sur la photo, c'est un exemple de fusariose, et la suivante, c'est des exemples de nématodes. C'est des maladies assez classiques qu'on retrouve et qui finalement signifient un peu ce raccourcissement des rotations et qui fait que les producteurs vont être dépendants de certains intrants phytosanitaires ou usage de la solarisation, ou de choses comme ça, pour finalement chaque année un peu remettre le système à zéro et repartir sur des bases entre guillemets neuves, et que dès qu'on veut changer et réapporter un petit peu de la biologie,
on est confronté à ces problèmes qui reviennent en général plus vite que les solutions. Et donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant, on va écouter Baptiste. Baptiste, peux-tu nous présenter les spécificités sur les légumes d'industrie de ton côté? Ouais, donc les légumes d'industrie, en fait, bah, en fait, dans les exploitations, c'est ce qui représente encore la plupart de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'énergie qui est mis là-dedans. Historiquement, du coup, on met beaucoup d'énergie pour préparer le sol. Donc là, en fait, les images que je vous ai mises, c'était plutôt pour illustrer que toutes les filières bougent. Donc là, vous avez une parcelle d'oignons où on est en train d'essayer de faire évoluer les itinéraires techniques. Et en fait, tous les systèmes, tous les types de légumes sont en train de faire évoluer leurs itinéraires techniques pour aller vers de l'agroécologie. Donc, il y a plusieurs contraintes et il y a plusieurs phénomènes qui poussent les systèmes à bouger. Bah, en pomme de terre, c'est souvent des problèmes de structure. On arrive sur des sols où bah, on affine fortement le sol. En fait, on fait beaucoup d'énergie pour affiner. Donc, soit on tamise, soit on fraise. Enfin, et, on fait souvent beaucoup de terre fine. On arrive à des problèmes au niveau de la compaction, des problèmes de structure. Et j'ai en tête des exemples d'agriculteurs qui relatent que il faut de plus en plus d'énergie pour pouvoir implanter des pommes de terre ou même pour les récolter. L'idée, c'est pas de monter non plus, pas de faire des mottes trop grossières pour ensuite les monter, les ramener à la ferme et que ça passe sur les centres de tri. Donc il y a une grosse réflexion qui est menée sur comment est-ce que je fais pour ramener le sol, pour le régénérer d'une certaine façon. Parce qu'en plus, on a quand même souvent des systèmes où on irrigue assez fortement et on connaît l'impact de l'irrigation sur la structure et sur le fait d'abîmer les sols. Du coup, tous ces facteurs cumulés font que on arrive sur des problématiques et des situations des fois un peu compliquées à faire évoluer et à faire bouger. Donc l'objectif, c'est comment est-ce que je peux faire? Et les pistes de travail en fait, qui sont développées, c'est un peu bah, je pars de ce constat-là et comment est-ce que je fais maintenant pour faire évoluer mon système, mon itinéraire technique. Il y a aussi une grosse attente au niveau enfin, il y a beaucoup d'énergie pardon, qui est mis pour faire évoluer pour faire de la qualité. Notamment la pomme de terre, on est beaucoup jugé sur la qualité de peau. Il faut faire des belles pommes de terre sans tache. Et donc, du coup, ça nécessite des itinéraires techniques un peu plus exigeants, on va dire. Et c'est ce qui fait la rentabilité ou pas du produit. Donc, on veut des belles pommes de terre et le consommateur a été acculturé à avoir des jolies pommes de terre sans tache. Du coup, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans. Et on a également, dans ces systèmes-là, des problèmes au niveau de la structure. On voit les sols qui commencent à fatiguer. On a des engins lourds. On passe beaucoup avec les bennes. Et donc, du coup, il y a, il y a à prendre en compte la structure du sol, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce que je la fais évoluer et comment est-ce que je peux améliorer les sols. Et on part souvent d'un constat où on a un sol qui a tendance à se reprendre en masse, qui a peu de porosité, donc il y a peu d'aération dans le sol. L'activité biologique est de temps en temps, enfin est souvent un peu à des niveaux d'intensité assez faibles. Donc c'est comment est-ce que je prends tout ça en compte et comment est-ce que je fais pour continuer de produire des pommes de terre, mais en essayant d'avoir un impact moins négatif sur l'activité de mon sol et notamment sur sa structure. Donc comment est-ce que je fais pour réparer, pour consolider et pour améliorer cette fertilité du sol. Et généralement, en fait, on avait un discours où on disait, ouais, tu as des pommes de terre dans ta rotation, pour faire du semi-direct, ça va être compliqué. Et en fait, non, c'est prendre en compte cette particularité et ce système-là. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler plutôt à la rotation et améliorer tout au long du cycle de la culture. Donc la pomme de terre, ça revient souvent entre tous les 5 à 6 ans. Tout dépend des systèmes, mais ça revient quand même assez longtemps. Et c'est comment est-ce que je fais pour construire un gâteau suffisamment performant sur ce pas de temps-là pour que quand je reviens à implanter ma pomme de terre, j'ai un impact moins, le moins préjudiciable possible, même si on sait qu'on va quand même perturber un peu l'activité biologique quand je vais avoir la pomme de terre qui revient dans ma rotation.
D'accord, merci. Alors, on va passer maintenant aux techniques qui ont fait leurs preuves. Donc, juste un petit préambule. N'hésitez surtout pas à poser des questions, hein, on y répondra tout au long de l'échange. Vous pouvez les poser si vous êtes sur Zoom ou sur YouTube. N'hésitez pas, on parlera en direct. Alors, on passe à nouveau avec Arthur. Arthur, peux-tu nous parler là, de ce sorgho? Oui, alors juste avant, pour rebondir sur ce que tu disais, Baptiste, je pense que c'est vachement important. Finalement, j'ai l'impression que ce qui, on va dire, relie nos systèmes qui, malgré tout, sont assez différents, c'est cette exigence de qualité. Et qu'à la fin, on a une attente, on va dire, en termes de produits, puisque c'est des produits qui vont en général en grande distribution ou chez les grossistes, etc. Mais ce n'est pas pour de la vente directe. C'est ça la différence avec le petit maraîchage. Et du coup, comme ça va dans des circuits longs, il y a une exigence qualité qui est forte. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans des systèmes où le fait de bouger des éléments techniques va avoir des impacts sur la qualité. Et ça, l'agriculteur, ça lui fait peur. Et du coup, c'est cet élément-là qu'il faut, on va dire, vraiment avoir en tête vu qu'on n'est pas là, on va dire, pour faire changer le marché. C'est-à-dire que ça serait bien de le faire, mais on va dire que pour l'instant, ce n'est pas, on va dire, en notre pouvoir de technicien, donc on est obligé de faire avec les contraintes actuelles. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre en quoi les techniques qu'on va mettre en place vont ou pas influencer sur la qualité, puisque à la fin, la qualité, c'est le revenu de l'agriculteur en corrélation avec le rendement. Et une des particularités aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que chaque, chaque, chaque industrie, chaque marché a sa spécificité. Et donc, du coup, les contraintes techniques ne sont pas les mêmes non plus. Par exemple, au sein de la pomme de terre, selon qu'on fait de l'industrie, de la conso, de la fécule, ben, on ne va pas avoir les mêmes exigences et les mêmes leviers techniques pour faire avancer les itinéraires techniques. Et pour moi, un des points essentiels, c'est d'échanger et de partager, d'où l'idée de créer ce groupe et de parler ensemble parce que ben, on a chacun à s'apporter des solutions et adapter après dans ces contextes. Mais en tout cas, il y a des leviers techniques qui vont être similaires par rapport à ce qu'on va pouvoir tester et expérimenter. Et on voit bien que c'est le sol qui revient au cœur du système et c'est avec le sol qu'on va arriver à améliorer nos systèmes de production. Donc sur cette photo-là, on va dire que c'est pour illustrer aujourd'hui ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qu'on va dire sait faire un petit peu en routine. Le couvert végétal aujourd'hui est en train vraiment de s'imposer dans les exploitations et notamment le sorgho sous serre, ça fait déjà plusieurs années, voire peut-être même plus, que c'est quelque chose que vraiment on fait entre plusieurs cultures. Et ça revient vraiment régulièrement. Il y a des producteurs qui font un sorgho tous les ans entre une culture d'été et une culture d'hiver. Alors en général, ce sorgho, il est broyé puis incorporé au sol. Et donc, il y a un travail du sol qui est fait. Mais force est de constater que déjà, on a cet élément-là qui aujourd'hui est très présent dans la région et c'est quand même assez positif de voir ça. Donc voilà, on a déjà des couverts végétaux qui arrivent en serre. Donc ça, c'est un couvert végétal d'été. Et on a aussi des couverts végétaux d'hiver. Donc ça, c'est la photo suivante. Peut-être que tu peux montrer, Nicolas. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple de semis d'avoine et de vesse sous abri. Donc là, c'est pour passer l'hiver entre deux cultures d'été. Et ça devient, on va dire, un réflexe de plus en plus des producteurs de se dire, je ne change pas aujourd'hui ma politique de travail du sol. Par contre, dans les endroits où j'ai un trou, je vais le remplir avec du végétal parce que je sais que ça va m'apporter un certain nombre de services, notamment en termes de facilité de travail du sol. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a cette idée-là que derrière un couvert végétal, la reprise de travail de sol est beaucoup plus facile. Et comme on est avec des gens qui aujourd'hui majoritairement travaillent le sol, cette idée que je vais avoir une terre qui est beaucoup plus souple et donc que je vais travailler beaucoup plus facilement, c'est quelque chose qui leur parle. Et du coup, ils sont prêts à mettre en place des couverts végétaux, quitte à les détruire dans des proportions qui ne sont pas celles que souhaiterait l'agriculture de conservation, c'est-à-dire les laisser en surface et ne pas toucher au sol. Mais c'est déjà un premier pas, on va dire, vers un système où on rapporte du végétal et on rapporte du carbone. Et là, vous arrosez quand c'est comme ça dans ces situations? Oui, donc là, on est sous serre avec de l'aspersion et du coup, on se permet
absolument de pouvoir arroser. Donc, on n'a pas de problème de lever des couverts en été, puisqu'on peut arroser un sorgho, et s'il faut lui mettre 50 ou 100 mm pour qu'il pousse et qu'il fasse un vrai super travail, dans ce cas-là, on peut se permettre de le faire. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, qui ne comprend pas où est la technique de conservation des sols dans les itinéraires que tu présentes, si ce n'est les couverts végétaux. En fait, l'agriculture de conservation des sols, on va dire qu'il y a 3 piliers. Hein. Il y a la réduction du travail du sol, voire sa suppression, le fait d'augmenter le végétal, notamment via les couverts végétaux, et l'aspect de la rotation. Et du coup, la question de savoir, c'est dans des systèmes qui sont techniquement très verrouillés et très fermés, où est-ce qu'on peut agir pour se rapprocher le plus possible. Et donc là, je vous présente un premier levier qui est le levier couvert végétal, donc ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une première porte d'entrée qui permet dans des systèmes où d'habitude on ne fait que s'enchaîner du travail du sol et des cultures, déjà d'avoir un moment où on va avoir le sol qui, entre guillemets, se repose un peu, même si ce n'est pas l'idée de se reposer, c'est plutôt d'être actif. Et donc, on va avoir un sol où on a de la photosynthèse et du carbone qui est remis dans le sol pour de la biologie. Et donc, on verra tout à l'heure, je parlerai des aspects réduction du travail du sol qui viennent dans un second temps dans la démarche de transition des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit où, grosso modo, ils ne rapportent pas de carbone et ils travaillent beaucoup les sols. Et on ne peut peut-être pas tout changer d'un coup. Par contre, on commence. Le plus simple, c'est d'abord de rapporter du végétal et du carbone. Et ensuite, on va vers des systèmes où on travaille de moins en moins le sol. Et du coup, il y a une sorte d'ordre à respecter dans la transition pour que les gens ils voient un petit peu où est-ce qu'on les emmène et pour l'acceptabilité du changement. D'accord. Alors là, ici, on a un mélange d'avoine et de vesse en plein champ. Voilà, donc ça, c'est un peu le même couvert, mais finalement en plein champ. Et ça aussi, c'est en train de beaucoup se développer. Là où avant, on laissait le sol complètement nu entre deux cultures, on laissait les mauvaises herbes éventuellement pousser. De plus en plus d'agriculteurs font la démarche de vraiment semer un couvert avec des espèces choisies, donc en l'occurrence notamment la vesse, pour ses effets contre la fusariose du melon. Et donc, voilà, c'est des systèmes où ça commence à devenir intéressant parce qu'on a tout l'hiver qui est couvert avec des plantes. Aujourd'hui, dans ces systèmes-là, le couvert il est encore détruit mécaniquement, mais ça fait déjà tout un endroit de l'année, un espace où il va être couvert. Et ensuite, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on pourrait le détruire autrement. Si on a la possibilité de détruire le couvert, quel est l'intérêt d'introduire certaines espèces choisies plutôt que de laisser faire un couvert spontané, par exemple? Oui, alors le couvert spontané, il a plusieurs problèmes. Il a un problème d'abord d'homogénéité. C'est-à-dire qu'un couvert spontané, c'est rarement parfaitement homogène. Et du coup, on veut, dans un couvert végétal, avoir quelque chose qui est parfaitement réussi et une maîtrise de la densité. Dans un couvert spontané, on va rarement avoir une homogénéité qui est suffisante et une densité en général qui n'est pas correcte. Et du coup, en termes de matière sèche à la fin, en général, on est toujours meilleur avec un couvert semé qu'avec un couvert spontané. Et la deuxième raison, c'est qu'en l'occurrence, là, on choisit des espèces, notamment, là, je parle de la veste pour les aspects de fusariose, mais il pourrait y avoir d'autres couverts et d'autres espèces qu'on choisit. Et quand on a du spontané, on ne choisit pas les plantes que l'on sème. Alors, ça peut être intéressant pour d'autres aspects. On voit des gens qui travaillent avec du spontané, mais je trouve que les résultats sont toujours meilleurs avec du semé. Et quelqu'un nous demande si tu rajoutes des ferments à la destruction des couverts. Pour l'instant, je vois assez peu d'agriculteurs qui le font, tout simplement parce que c'est des gens qui ne sont pas particulièrement équipés de ce genre de trucs, mais c'est complètement quelque chose qui pourrait s'envisager. Hein, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler des techniques de destruction par broyage et incorporation? Ouais. En fait, là, je continue à brosser un peu l'inventaire des techniques qui est aujourd'hui relativement bien développé ou bien comprise. Et tout à l'heure, on parlera un petit peu plus des choses qui vont un petit peu plus loin et qui, pour nous, sont vraiment le cœur du sujet. Mais je pense que c'était important de commencer par les choses, on va dire, où on sait que ça marche. Et quand on propose ça aux agriculteurs, on sait exactement où on les envoie et on commence à avoir vraiment des résultats en termes d'impact sur la production, etc.
Et les choses qui se rapprochent vraiment plus de l'agriculture de conservation, aujourd'hui, il y a encore des questions qui se posent. C'est pour ça que je voulais d'abord vous présenter des choses qui, effectivement, pour certains qui sont peut-être très habitués aux itinéraires de semis sous couvert végétal, etc., ça leur semble un petit peu loin. Il faut comprendre que pour la production légumière, tout ça, c'est des choses qui sont complètement nouvelles. Et du coup, on est un peu obligé d'y aller pas à pas, même si on aimerait y aller plus vite. Du coup, ce qui se fait aujourd'hui quand on fait un couvert végétal, en général, c'est qu'il est broyé. Et quand on broie un couvert végétal, on réduit fortement on va dire l'encombrement du sol. Mais cet encombrement, il reste en général trop important pour pouvoir planter quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de machine qui fonctionne à 100%. On est en train d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, un agriculteur qui veut faire un petit peu en sécurisé, on va dire, et pas en test, cet encombrement du sol, c'est-à-dire le fait d'avoir sur le sol un mulch avec des résidus végétaux, aujourd'hui, c'est compliqué pour aller planter, par exemple, une tomate ou une salade, poser la motte dans les résidus végétaux et avec un bon contact entre la motte et le sol ou entre la graine et le sol. C'est quelque chose qui est compliqué. On sait bien le faire en agriculture de conservation avec des semoirs spécifiques. Il y a encore tout un travail probablement de planteuses spécifiques pour aller arriver à planter des mottes dans ces résidus, avec toute la question aussi de la gestion de l'enherbement, etc. Et du coup, ce que les gens ils font aujourd'hui, ou en tout cas ce que nous, on incite à faire, c'est de se dire, puisque aujourd'hui, pour partir en sécurisé, avant d'avoir les résultats des tests qu'on est en train de mener, il faut, on va dire, avoir un sol qui est dégagé. Dans ce cas-là, on va introduire la technique du scalpage. Le scalpage, c'est l'idée de travailler le sol et de mélanger les résidus végétaux sur quelques centimètres. Donc, ça peut être 4, 5, 6 centimètres. Donc, une surface de sol qui est assez faible. Et on va mélanger le couvert broyé avec la première épaisseur de terre. Et finalement, on se retrouve à la fin dans un système où on voit la terre à nu, entre guillemets, et l'agriculteur retrouve ses repères dans le sens où il peut aller planter comme d'habitude, il peut aller dérouler son paillage comme d'habitude, il peut poser son goutte à goutte comme d'habitude, et il n'y a pas cette différence majeure du fait d'avoir des résidus de culture au sol que nous, on souhaiterait garder, mais qui supposent des itinéraires techniques nouveaux qu'on est en train de développer et pour lesquels, pour l'instant, il y a trop d'incertitudes pour envoyer des gens en grande surface là-dedans parce qu'on est sûr à peu près qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher et que du coup, les gens ils vont se dire bah non, ça ne marche pas et ils vont revenir en arrière. Donc, on est toujours un peu dans cette logique d'y aller pas à pas. D'accord, d'accord. Et en termes de pâturage découvert? Oui, ça c'était un petit peu pour l'anecdote. C'est vrai qu'on est dans une région, le quart sud-est, où il y a assez peu de surface fourragère disponible. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a un maraîcher qui met du verre dans ses serres, souvent il y a un éleveur qui passe et qui demande s'il peut pâturer. Et en fait, c'est une manière de détruire qui est très intéressante, parce que pour le coup, on laisse assez peu de résidus au sol, on réduit beaucoup la masse végétative. Et du coup, ça facilite énormément ensuite l'incorporation superficielle des résidus de culture. D'accord, alors passons maintenant aux implantations en TCS. Donc, c'est un peu la même idée que le scalpage. L'idée, c'est de se dire, à condition que ma structure de sol soit correcte, et donc là, on rentre dans un débat, on va dire, qui est un peu technique, mais qui est vraiment important, c'est de se dire, il faut que tout au long de mon cycle de culture, j'ai agi de manière à ne pas tasser mon sol. Et donc, il y a notamment des questions à l'implantation, mais surtout à la récolte, savoir comment est-ce que je vais récolter pour ne pas rentrer dans mes tunnels en tracteur. Et donc, il y a toute une histoire, on va dire, de logistique, d'organisation, de changement de manière de faire pour ne pas rentrer en tracteur dans les serres humides et tasser le sol. Si j'ai tassé le sol, je suis obligé de travailler en profondeur pour la culture suivante parce que j'ai abîmé, on va dire, la structure et un travail superficiel ne me permettra pas de rattraper ça. Si en revanche, j'ai mis en place toute une série de manières de faire, d'actions qui me permettent d'éviter ce tassement-là, c'est-à-dire de rentrer dans les parcelles soit avec du matériel très léger, soit dans des conditions sèches, dans ce cas-là, je peux me permettre de travailler le sol uniquement en superficie et d'implanter ma culture en superficie. C'est l'exemple de thèse de melon de l'année dernière.
où il y a uniquement eu un travail en superficie du sol. Alors, en l'occurrence, c'était au rotavator. Donc, vraiment uniquement quelques centimètres. Et donc, l'impact sur le sol, on est dans une moindre malle par rapport à si on avait fait un sous-solage, un labour, une reprise de labour, un air rotatif, par exemple, ou si on avait travaillé au Pulcirato à 25. Enfin, voilà, c'est des choses qui, on va dire, sont un peu encore dans l'entre-deux, mais qui permettent de mettre un pied dans l'agriculture de conservation en étant dans le moindre mal. Et donc, c'est des techniques qui sont intéressantes, avec des résultats qui sont intéressants aussi. D'accord. Et alors, il y a une autre technique qui se développe, c'est la replantation sur le paillage plastique de la culture précédente. Oui, donc là, en fait, on est toujours dans la réflexion de comment est-ce que dans nos systèmes, on va dire, avec aujourd'hui beaucoup de contraintes, beaucoup de plastique, machin, etc., comment est-ce qu'on peut faire mieux progressivement. Et aujourd'hui, quelque chose qui est fait à grande échelle, c'est de se dire plutôt que après ma culture, enlever le plastique, enlever le goutte à goutte, travailler le sol, remettre un goutte à goutte, remettre un plastique. C'est ce qui se fait, on va dire, dans la majorité des cas. Je peux éventuellement retirer ma culture, la broyer au-dessus du plastique et directement replanter une deuxième culture sur le même plastique, sur le même goutte à goutte. Et donc, on fait l'économie d'un plastique, d'un goutte à goutte et d'un travail du sol. Et ce qui est intéressant avec cette culture, c'est que les gens, en fait, c'est psychologiquement, ils se rendent compte qu'ils peuvent planter une culture sans retravailler le sol, parce que finalement, là, on plante une culture sans travailler le sol. Ils peuvent le faire à condition que la structure soit bonne. Et en fait, en général, sous un plastique, la structure est restée bonne parce qu'on n'a pas marché dessus et qu'il y a eu une protection des pluies. Et donc, c'est aussi pour nous une manière de faire voir aux gens, aux producteurs, qu'à condition de respecter leur sol, et c'est là que tout le sujet de la matière organique aussi rentre en jeu, à condition de respecter leur sol et de ne pas les tasser, s'ils ont une bonne gestion de la matière et de leur porosité, en fait, il n'y a pas de raison de travailler les sols. Le travail du sol, c'est une manière de rattraper les erreurs qu'on a commises. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas les commettre en amont? Et ça, c'est la question ensuite qu'on peut se poser. C'est un exemple de courgette, pareil. On a replanté une courgette derrière une courgette. Et donc, on fait se suivre deux cultures sur le même paillage. D'accord. Eh ben, on verra les pistes dans la prochaine étape. Pour l'instant, on va repasser avec Baptiste et puis on va regarder les itinéraires techniques qui fonctionnent aujourd'hui, enfin qui se développent aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va regarder ce matériel-là. Oui, on va dire que ce n'est pas les itinéraires qui fonctionnent, c'est plutôt ce qui est en cours de développement. Donc ça, c'est une machine qui a été développée suite à une réflexion. Et les précurseurs de cette réflexion, c'est notamment Greenotech. Donc c'est une ASBL qui se trouve en Belgique. Et en fait, ils ont une réflexion de, bah, on est quand même obligé de planter des pommes de terre, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'utilisation d'outils et notamment l'utilisation d'outils animés. Et donc une des pistes qui est en train d'être développée pour un système de production de pommes de terre particulière, ça se destine plutôt aux pommes de terre à destination industrielle, et ben c'est de dire est-ce que ma butte, je pourrais pas la constituer juste après la récolte de ma céréale. Donc du coup, passer cet engin-là, je récolte, alors là, c'était pas une céréale, mais l'idée est la même. On vient d'échaumer, donc on vient d'échaumer sur une quinzaine de centimètres pour avoir suffisamment de terre pour constituer les prébuts. Et là, en fait, vous avez sur l'outil, à l'avant, un semoir, et donc l'agriculteur est en train de semer un couvert qui va couvrir ses buts tout l'hiver. Donc c'est pas juste faire des buts et les laisser nus l'hiver, parce que là, on sait que ça se reprendrait en masse et on aurait des difficultés, mais c'est d'utiliser le couvert végétal pour pouvoir coloniser la butte et structurer la butte par le système racinaire. Donc là, en fait, vous avez un couvert à la sortie de l'hiver. Donc là, il restait encore les facélies, par exemple. Mais on met un couvert multi-espèces et en fait, on a une structure de butte qui a déjà été faite par la biologie, par le végétal. Et l'idée, c'est d'essayer de venir ensuite, et c'est là où il y a encore des leviers techniques à soulever, c'est venir semer dans ce couvert. Donc le couvert, souvent, on le détruit quand même avant parce que les résidus, et notamment les systèmes racinaires vivants, peuvent nous poser des problèmes à la plantation, mais c'est détruire le couvert. On a encore des ajustements à trouver, à mon avis, pour la date de destruction. Et c'est ensuite venir planter
dans cette butte qui a été retravaillée. Et là, on se heurte encore à des leviers techniques qu'on n'a pas trouvés. Donc, il y a des innovations. Et la première photo, c'était une photo d'un lycée qui travaille avec les élèves à développer des outils pour faire des buts et surtout pour pouvoir venir planter dedans. Parce que là, on a des difficultés et c'est pas évident de venir reprendre ces buts parce qu'on a souvent un phénomène où ça se reprend un petit peu en masse. Mais l'objectif, c'est d'essayer de développer ces techniques-là. Alors, c'est bien adapté quand on est dans des systèmes plutôt industriels. Après, on sait que quand on a des exigences au niveau notamment de la qualité de la peau, bah, c'est des structures qui sont un peu plus propices aux maladies de peau. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas vu d'amélioration de ce côté-là au niveau de la qualité de peau. C'est pour ça que ça se développe plus dans des systèmes à destination industrielle fécule et moins des stratégies où on est sur de la pomme de terre lavable notamment. Alors, il y a Julien qui demande comment on détruit le couvert sur les buts. Et bah, il y a principalement, là, pour l'instant, la principale utilisation, c'est le glyphosate quelques semaines avant la plantation. C'est des systèmes où j'ai peu de recul, moi, sur le bio. Je ne sais pas si c'est développé sur des systèmes où on n'a pas la chimie pour pouvoir venir détruire le couvert. Après, la difficulté qu'on a vraiment, c'est de trouver la bonne date de destruction, parce que si on détruit un petit peu trop tôt, eh ben, on va avoir un phénomène de reprise en masse de la butte et du coup, on va se heurter à des difficultés au moment de la plantation. Et si on n'est pas suffisant, si on est trop près de la plantation, on va avoir des problèmes de racines qui tiennent et du coup, la planteuse va faire râteau. Donc, il y a encore des ajustements à faire, mais il y a de plus en plus d'agriculteurs, suite à la dynamique lancée par Greenotech, qui innovent et qui essayent de travailler là-dessus. En tout cas, ce qu'on voit apparaître, c'est que le travail du couvert végétal est vraiment indispensable. Et donc là, c'est des agriculteurs qui travaillent juste après la récolte, ils sèment un couvert et on va voir que le couvert végétal, c'est vraiment un levier. Et Arthur l'a déjà bien dit et bien expliqué, mais c'est vraiment le levier pour structurer le sol. Et plutôt que de mettre de l'énergie chimique à structurer le sol, on met plutôt de l'énergie pour faire des couverts et que le couvert soit fait, et fait le travail de structuration et nous aide déjà, on l'a bien vu au niveau au moment du travail du sol, pardon, on a besoin de moins de puissance, la terre est plus facile à reprendre et on a plus de facilité à venir implanter après derrière. Et en plus, bah, on nourrit le sol, on nourrit les micro-organismes, donc du coup, il y a des choses à faire. Après, une difficulté, c'est trouver le juste milieu pour que les résidus soient suffisamment dégradés pour ne pas poser de problème, soit au moment de la plantation, parce que c'est un couvert encore vert, par exemple, ça peut poser des problèmes dans la cape, notamment les graminées, et on peut se retrouver à avoir des difficultés au niveau de la plantation. Donc quelque chose qui fonctionne bien, c'est souvent de détruire le couvert. Soit souvent le couvert est détruit par le gel selon les espèces qu'on a mis dedans. Sinon, on finit le couvert avec une nouvelle fois la chimie autour du mois de février pour avoir suffisamment de temps pour que les résidus retombent au sol et que l'activité biologique dégrade le couvert. Dégrade le couvert. Et là, on arrive à venir implanter sans avoir recours à la charrue. Il y a des très bons résultats là-dessus. Donc là, Donc, voilà, sur cette photo. Oui, donc bah, là, on vient implanter, en fait, on vient implanter une fois que le couvert a été dégradé euh, en direct. Et donc après, selon les systèmes, là c'est adapté aussi en fonction des régions, en fonction des types de sols, parce que bah, selon les régions dans lesquelles on se trouve, on va avoir bah, des contraintes de pierre, et donc on va être obligé de tamiser le sol pour pas avoir trop de résidus et pas faire des pommes de terre difformes. Sinon, il y a des régions où, dans des sols où on a des limons profonds, on peut arriver à venir implanter en un passage avec la fraise et la planteuse, bah, pouvoir avoir une plantation en un seul passage. Donc, c'est des outils, enfin, c'est des méthodes qui sont développées parce que pour l'instant, on est plutôt sur un couvert un peu réglementaire qui va être ensuite enfoui à la charrue. L'hiver va passer sur le labour et après, on reprend le labour, le labour après l'hiver. Donc, du coup, il y a quand même des gens qui vont un peu plus loin et qui essayent de maximiser la couverture du sol et du coup, que
ça puisse faciliter le travail de structuration et améliorer la fertilité du sol. Et donc après, un des objectifs, c'est d'aller voir derrière qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure. Donc là, c'était un essai où il y avait une comparaison labour-non-labour. Et l'objectif, c'était aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la culture. Est-ce que le rendement est identique? Est-ce que la qualité de peau est respectée? Parce que là, on était dans des systèmes lavables. Et puis, quel est l'enracinement de la culture? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire des observations? Et donc là, par exemple, on n'avait pas vu spécialement de différence de rendement. On a la même production. C'est aussi tout un tas de systèmes à mettre en place aussi pour rassurer, dire oui, la qualité est toujours en rendez-vous, parce que c'est quand même des grosses prises de risques, notamment sur de la pomme de terre, où ça représente c'est une grosse part du chiffre d'affaires des exploitations, donc on ne peut pas prendre beaucoup de risques, et il y a peu d'accompagnement dans la prise de risque, donc à chaque fois, ça dépend de l'agriculteur. Donc le fait d'avoir des gens qu'on ait des gens qui innovent, qui font des essais, et puis l'objectif, c'est de constater si on a ou pas le rendement et la qualité qui reste et qui perdure pour réduire le travail du sol. D'accord. Alors maintenant, donc, on va passer à la dernière partie de l'échange et on va étudier les pistes pour aller plus loin. Donc, à nouveau, Arthur, alors comment se passer du travail du sol et garder le couvert en litière? C'est un peu la question en fait que tout le monde se pose et c'est vraiment là qu'on veut aller puisqu'on voit les résultats de l'agriculture de conservation des sols qui sont vraiment bons en grande culture et en élevage et on arrive à semer une culture dans une autre en gardant la précédente au sol et finalement c'est là qu'on veut aller en maraîchage, mais comme on l'a vu c'est pas si facile et du coup voilà, on a un peu des pistes de réflexion mais ça va quand même être plus compliqué qu'en grande culture. Du coup, la question, voilà, ça c'est un exemple avec un seigle qui est roulé au rouleau Faca. Et donc là, on voit bien qu'on a un matelas de paille. Comment est-ce qu'on fait du légume dans ce matelas de paille? C'est vraiment ça la question. D'accord. Oui, je n'avais pas présenté donc, cette photo aussi. Oui, ça c'est la même chose. Là, c'est une facellie roulée au rouleau Cambridge. C'est pareil, on se retrouve avec quelque chose qui va se dégrader beaucoup plus vite que la graminée. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait du légume là-dedans? Je suis agriculteur, je fais du légume. Là, maintenant, je fais quoi? C'est un peu ça la question qu'on essaye de traiter. Si tu veux avancer un petit peu. Oui. Donc, voilà, les premières réflexions, c'est de se dire, puisqu'on est sur des cultures qui, pour la plupart du temps, utilisent du paillage plastique, en attendant qu'on arrive à ne plus en utiliser, c'est un peu comme la chimie, c'est qu'on aimerait s'en passer, mais ça apporte quand même des avantages. Et donc aujourd'hui, on prend les dossiers un par un, on va dire. Et donc ça, c'est des tests qui sont faits au CTFL, qui ont été faits au CTFL de Balandran. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait dérouler du paillage plastique dans un couvert végétal qu'on vient de rouler. Et donc ça, c'était des tests qui ont été faits et qui ont plutôt marché. Donc, il y a des efforts d'adaptation. Ce n'est pas avec toutes les planteuses que ça peut marcher. Je vais peut-être montrer la photo suivante pour que les gens comprennent. Donc ça, c'était l'état du couvert seigle d'Est en plein champ. Donc, roulé au rouleau Faca. Et la photo qui vient juste à droite. Ah, pardon. Ouais, voilà, donc ça c'est le résultat, donc avec une dérouleuse CM. Et donc en fait, en adaptant un petit peu cette machine, on arrive à. Donc là, c'était un test qui a été fait uniquement sur une bande, hein, mais c'est pour voir test de faisabilité. Si on arrive à dérouler un paillage très fin, donc on est sur en gros une vingtaine de microns, entre 20 et 30 microns, pour voir si le plastique ne va pas se percer, se déchirer, est-ce qu'on arrive à l'enfoncer dans le sol. Voilà, toutes ces questions-là de faisabilité en fait, de déroulage du plastique, qui va permettre, on va dire, de tuer le couvert qui sera dessous. Et la question ensuite qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on plante dans le paillage. Mais on a déjà la première étape qui est faite, c'est qu'on a déroulé un plastique et un goutte à goutte dans un couvert encore vivant, entre guillemets.
et que pour le coup, on n'a pas eu à tuer avec de la chimie puisqu'il sera occulté. D'accord. Voilà, donc dans ces techniques de déroulage de paillage, là je vous ai mis une technique de déroulage classique pour que vous voyez comment ça fonctionne. Il y a plusieurs questions qui se posent. Sur si là on se projette dans un champ où on vient de rouler un gros couvert de seigle, par exemple, ou d'avoine et de vesse, on a déroulé des futures lignes de culture avec du plastique. Plusieurs choses. Déjà, à la dépose du plastique. La dépose, on va enlever le plastique. Aujourd'hui, le plastique, si vous voulez, il est enfoncé dans le sol sur les côtés. Et donc, il y a une dent qui passe pour ouvrir une sorte de sillon. Et il y a un disque qui vient enfoncer le plastique dans le sol. Et pour le retirer, vous êtes obligé de faire passer une dent pour travailler le sol, on va dire. Et le plastique devant pour pouvoir retirer le plastique. Et donc, la question, c'est si on ne veut pas avoir du tout à travailler le sol, il faut poser le plastique sans l'enfoncer dans le sol. Et donc là, on va faire des tests cette année de pose du plastique avec des agrafes ou d'autres techniques. Mais il y a ce levier-là où on se pose déjà la question en l'enlevant, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas travailler le sol. Alors, question, délai entre la pose du paillage et la plantation, ça dépend. Mais en gros, c'est entre quelques jours pour on va dire le délai le plus court, et ça peut aller jusqu'à un mois et demi, parce qu'en général, les maraîchers ils prennent de l'avance sur leurs travaux. Et donc, quand ils ont la terre de disponible et qu'ils ont le temps et qu'ils ont la main-d'œuvre, ils vont dérouler en avance. Et ils prennent jusqu'à, on va dire, un mois d'avance, voire un petit peu plus, sur la plantation de la culture. Peut-être si tu reviens juste en amont, Nicolas, sur la photo précédente, juste pour terminer. Et après, je commenterai celle-là. Donc, dans les autres questions qui se posent, en fait, ensuite, vous avez un deuxième plastique que vous voyez, qui est un plastique de forçage. Donc là, en l'occurrence, ça doit être une chenille thermique, mais ça pourrait être du P17 ou du 500 trous. Donc, c'est des plastiques pour augmenter la température. C'est pareil, ce plastique, il est coincé avec de la terre. Et à partir du moment où on n'a pas de terre, puisqu'on est finalement sur un sol qui est entièrement couvert par du végétal qu'on vient de rouler, comment est-ce qu'on fait pour coincer ce plastique-là? Est-ce que ça marche avec des agrafes? Ce n'est pas sûr, ça paraît des choses qu'on va tester, mais c'est toute une logistique aussi d'avoir des agrafes, donc ça pose d'autres questions. Donc ça, c'est parmi les petits détails techniques. Et en fait, on se rend compte que le diable, il est un peu dans les détails techniques, et il y a plein de petites choses qu'il faut solutionner. Par exemple, si vous remarquez, donc là, c'est une plantation de melons. Les plants de melons, il y a de la terre au pied pour pas que le plastique se soulève et abîme le plant. Si on n'a pas de terre, avec quoi est-ce qu'on terre le plant? Terrer le plant, c'est plaquer le paillage contre le plant avec de la terre. Et donc là, on a des ouvriers qui viennent prendre une pelle de terre et qui posent de la terre sur le plant. Mais s'il n'y a pas de terre parce qu'on n'a pas travaillé la terre, avec quoi on fait ça? Donc, ça peut être fait avec du compost, mais ça suppose une logistique. Donc ouais, c'est plein d'accumulation de petits détails techniques qui fait que ne pas du tout travailler les sols, en fait, ça c'est pas si facile et ça pose plein de questions pratiques d'organisation des chantiers. En fait. Tu peux passer à la photo que tu montrais tout à l'heure sur les résidus de culture. Donc voilà, imaginons donc, qu'on se retrouve dans un sol comme ça, avec un paillage plastique par-dessus. Comment est-ce que concrètement on vient planter là-dedans? Ça veut dire qu'on est un peu obligé d'écarter les résidus de culture, mais s'il y a des racines en place, on les écarte pas si facilement. Donc ça veut dire qu'il faut probablement gratter la terre à chaque trou de plantation. Et comme le trou il est petit, gratter la terre, c'est pas facile. Et donc ça veut dire que probablement qu'on va multiplier par un facteur important les temps de plantation. Et donc ça, c'est comme je vous ai dit au début en introduction, que parmi les grosses charges d'exploitation, vous avez la main-d'œuvre et les plants. On n'a pas envie d'avoir des techniques qui multiplient trop le temps de plantation et donc les coûts de main-d'œuvre, puisque c'est ça qui coûte cher. Et à partir du moment où vous n'êtes pas simplement en train de poser des mottes, planter et avancer, mais qu'à chaque trou, vous arrêtez, écartez un peu de paille, faire un petit peu de terre en grattant, et en fait, vous galérez et vous prenez du temps. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas accepté, on va dire, ou pas acceptable, ou difficilement acceptable par la production, par la profession. Donc voilà, d'un petit peu dans les réflexions. Donc ça, c'est des tests qu'on a fait cette année avec un centre expérimental qui s'appelle Sudexp, basé à Marciargues.
Donc voilà ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, on a fait carrément sans plastique pour voir aussi comment ça fonctionnait et avec des retards de croissance en fait, qui sont importants, notamment à cause de la perte en thermicité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une couche de végétal qui est sur le sol, c'est comme sur une maison, ça fait isolant. On isolait les maisons avec de la paille. Et donc là, vous isolez le sol avec de la paille. C'est un problème qui est bien connu en agriculture de conservation, mais qui est d'autant plus important en légumes, notamment donc là sur cucurbitacées, qui sont des plantes très exigeantes en chaleur. Et du coup, on va perdre fortement en précocité. Et ça, c'est des choses qu'on a observées dans tous nos tests, même dans nos tests avec plastique. À partir du moment où on ne travaille pas le sol, on a une perte de précocité qui va être très importante. Je vois qu'il y avait une question, peut-être qu'on peut la traiter. Ouais, si tu poses le plastique un mois plus tôt, pourquoi ne pas semer en même temps? Parce qu'on ne veut pas semer un mois plus tôt. On veut semer à la bonne date. Et d'ailleurs, ce n'est pas des semis en l'occurrence, c'est des plantations. Et donc, si on a prévu la plantation en mai, on plantera en mai parce que c'est ça qui nous permet d'arriver dans un calendrier, parce qu'en fait, il n'y a pas une plantation, hein, ce n'est pas comme le blé, c'est des choses qui sont échelonnées dans un calendrier. Et donc, c'est comme ça que ça s'organise. On va dire qu'il y a des chantiers toutes les semaines qui sont prévus pour pouvoir échelonner la plantation. Donc, pour éviter de repiquer. Voilà, des questions sur les retours de la plantation sous couvert, sous abri. Donc, en fait, c'est la même question. Enfin, c'est ce que je suis en train de présenter, mais non pas en plein champ, mais sous abri, j'imagine. En fait, c'est un peu le même type de préoccupation, mais en plus simple, puisque sous abri, tout est plus simple, et notamment les pertes de thermicité sont moins fortes, puisqu'on est déjà sous serre. Et les choses, on va dire tout ce qui va être lié au vent et qui nous impose de plaquer le paillage ou des choses comme ça, sont beaucoup moins fortes, puisque sous abri, il n'y a pas la contrainte du vent, par exemple. Alors, comment les paillages sans plastique étaient mis à plat pour ne pas repartir ensuite? Alors là, en l'occurrence, comme c'était un test de faisabilité, on les a détruits avec de la chimie parce qu'on n'était pas équipé de rouleaux FACA, de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous passez le plastique et que vous vous passez de travail du sol, vous vous contentez de pouvoir détruire le couvert dans une frange de temps qui est assez tardive, puisque c'est la frange de temps qui sera, on va dire, possible, ou sera possible de détruire avec un rouleau FACA. Et donc, en gros, pour les graminées, ça veut dire qu'on tire probablement en mai, voire fin mai. Pour les plantations précoces, en mars, vous avez des graminées qui sont encore peu développées, et donc le rouleau FACA, donc les moyens mécaniques, mais qui ne sont pas du travail du sol, ne sont pas possibles à utiliser puisque les graminées vont repartir. Là, l'idée, c'était de se voir, est-ce que si on avait réussi à détruire le couvert, est-ce que ça aurait poussé déjà et c'est combien de temps supplémentaire on va mettre pour réaliser la plantation, etc. Donc là, en l'occurrence, on avait fait avec de la chimie, mais ça peut s'imaginer maintenant par la suite avec, on va dire, des machines différentes dont je parlerai tout à l'heure. Hein. On réfléchit beaucoup à l'orbis, des choses comme ça. Mais voilà, sans plastique, sans travail du sol, il y a quand même une vraie difficulté à la fois à l'implantation, comment concrètement on met les mottes dans la terre, et en termes de précocité. Voilà, peut-être ça c'est rapide, peut-être qu'on peut passer, c'est juste des exemples sur ail et oignon où on réfléchit, peut-être pour avancer et laisser un petit peu le temps à Baptiste de terminer aussi. Ce à quoi on réfléchit beaucoup aujourd'hui, c'est aux techniques de strip-till qui sont un peu un intermédiaire entre le travail du sol classique et le non-travail du sol absolu. L'idée, c'est de se dire, on va travailler uniquement la ligne de plantation. Donc là, je vous ai pris un exemple où on voit qu'on peut avoir des problèmes de structure sur la ligne. Donc là, on voit le système racinaire d'une cucurbitacée qui court à 20 cm. Et donc, en fait, elle tape sur une semelle de labour ou sur un tassement en profondeur.
et elle n'arrive pas à se mettre en profondeur et donc elle va courir. Et le striptease, justement, l'idée, c'est de corriger un peu ces défauts de structure, mais en travaillant uniquement la future ligne de plantation. Et donc, on va minéraliser, favoriser une structure avec un enracinement profond et réchauffer le sol, tout en n'ayant travaillé qu'une surface très faible du champ. Et donc, on cumule un peu les avantages du travail du sol sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire d'utiliser beaucoup de gasoil et de fragiliser beaucoup les sols sur l'ensemble de la parcelle. Et on permet aussi comme ça de pouvoir planter les mottes beaucoup plus facilement puisqu'on a de la terre fine qui est produite et donc on peut enfoncer les mottes dans le sol beaucoup plus facilement que si on a un système racinaire qui est en place. Voilà, et pour finir un petit peu sur les pistes de réflexion, donc là qui sont issues d'autres cultures, à partir du moment où vous ne travaillez pas le sol, vous avez une question qui se pose, qui est la question de la gestion d'enherbement, notamment entre les rangs. Donc vous avez par exemple pour une culture de melon, par exemple, en plein champ, on est planté à 2 mètres d'écartement, et vous avez un passe-pied qui est plus ou moins large, mais en général il fait entre 80 et 1 mètre, et dans ce passe-pied, vous avez des arbres qui vont pousser. Et classiquement, ce passe-pied, il est géré mécaniquement avec du binage. Si vous détruisez votre couvert végétal, que ce soit par rouleau, par glypho ou par broyage, il y a un moment où il va repartir et vous allez être embêté parce que le melon, par exemple, c'est une plante qui est rampante et donc elle occupe le passe-pied. Et si vous avez trop de mauvaises herbes qui poussent dans le passe-pied, vous avez une concurrence essentiellement lumineuse et spatiale avec la culture. Et si vous avez une forte litière qui est présente dans le passe-pied, vous ne pouvez plus venir biner avec des outils classiques. Et on n'a pas envie d'utiliser la chimie parce que ce n'est pas le sens des choses. Et du coup, une des réflexions, c'est de se dire, est-ce que les rouleaux type rouleau écraseur, donc un peu différents des rouleaux FACA, qui peuvent agir sur des plantes qui sont encore peu développées, pourraient nous permettre de garder un enherbement dans le passe-pied jusqu'à un certain stade. Donc, par exemple, un mois et demi après la plantation de la culture, et on viendrait ensuite détruire cet enherbement mécaniquement, mais sans travailler le sol, avec ces rouleaux-là qui viennent écraser la culture au moment où la culture principale commence à avoir besoin de cet espace-là, et donc il faut détruire l'enherbement. Donc, ça nous permettrait de garder le sol couvert dans le passe-pied et de produire des fleurs, du carbone, des racines, et pas d'avoir un sol qui est nu tout l'été avec des binages répétitifs qui viennent fragiliser nécessairement ce passe-pied et qui, malgré tout, représente jusqu'à un tiers du champ, donc ce n'est pas négligeable. D'accord, merci beaucoup Arthur. Alors je précise que sur les Orbis, vous avez dans l'autre groupe viticulture, vous avez plusieurs exemples. Vous pouvez taper dans la barre de recherche Orbis et vous allez tomber dessus. Donc maintenant, Baptiste, je te laisse la parole maintenant pour parler des pistes pour aller plus loin. Oui, il y a plein de pistes qui sont testées, notamment avec des problèmes au niveau de la structure du sol. Il y a des gens qui se posent des questions sur les plantes compagnes. Donc, il y a des problématiques au niveau aussi insectes. Donc, bah là, la photo, c'est juste pour illustrer que il y a des plantes qui repoussent et qui passent au travers du programme de désherbage classique en pommes de terre. Et du coup, c'est peut-être qu'il y a des choses à aller chercher et à développer. Donc, Inotech avait fait notamment un essai pour savoir quelles étaient les plantes qui pourraient être adaptées. Donc là, on n'avait pas spécialement, parce que j'ai participé à la mise en place de cet essai, chercher à contrôler la densité. C'était plus de voir quelles plantes passent ou pas au niveau du désherbage. Donc on a identifié quelques plantes, enfin très peu, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans l'interbut? Donc c'est une zone où on a souvent un petit peu d'érosion, donc il y a de la terre fine qui retombe au fond, et donc ce serait un peu de protéger, et notamment quand on a de la pente aussi, limiter la vitesse de l'eau, la freiner un peu, et peut-être qu'il y aurait aussi à aller chercher un peu de structuration au niveau de l'interbut. Et là où il y a quelque chose, je pense, de plus à aller chercher, c'est vraiment sur la partie insectes, et notamment avoir une confusion au niveau des insectes et des piqûres notamment. Donc là, c'est des choses à travailler, à développer, mais en tout cas, il y a quelques agriculteurs qui s'essayent
à mettre des plans de campagne, à voir l'impact sur le rendement aussi, parce que l'idée, c'est quand même de garder la production et de ne pas de l'impacter, mais trouver des compromis. Et je sais qu'il y a des choses qui se font, notamment dans des zones où on a un peu de pente. Ça peut être un levier pour faire en sorte qu'on limite l'érosion, on protège un peu plus le sol, et du coup, on a une action positive sur la culture. Donc ça, c'est des pistes, mais c'est vraiment des pistes, hein. C'est plutôt des choses qui sont testées. Il n'y a pas encore des gens qui le mettent en grand, mais en tout cas, ça a le mérite d'être présenté et d'exister. Ensuite, un autre levier, c'est toute la partie améliorer la santé de la plante, et notamment la santé de la plante qu'on cultive. Et donc, il y a des essais qui sont faits, notamment avec du thé de compost. Euh, donc, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer, de renforcer la plante, d'occuper aussi l'espace. Donc, plusieurs agriculteurs font des essais, s'essayent à amener du thé de compost. On sait que les solanacées sont plutôt bien adaptés et réagissent bien à ces apports de thé de compost. Donc l'objectif, c'est de trouver les doses appropriées, quel impact on a, est-ce qu'on a des gains de rendement, est-ce qu'on améliore la santé de la plante, est-ce que ça permet de réduire la partie fongicide, insecticide. C'est des choses qui sont à l'étape d'expérimentation, mais en tout cas, il y a des pistes encourageantes de ce côté-là, et on voit des choses qui innovent et devraient peut-être même aller même aller plus loin, et voir s'il n'y aurait pas des choses à mettre dans la butte pour améliorer l'atmosphère, avoir une diversité, ramener beaucoup de micro-organismes. Parce que là, l'idée du thé de compost, c'est vraiment de développer les micro-organismes et de les mettre au service de la plante et de la culture qu'on a implantée. Et on a bien vu avec tout ce que Arthur nous a présenté, que la couverture du sol était importante. Et là, en fait, c'est un couvert qui est arrivé après pommes de terre, avant une culture de céréales. Et l'idée, c'est de développer des systèmes et de voir qu'il y a plein de temps où le sol était nu et on le laissait nu. Et en fait, il y a peut-être à aller gagner de la production de biomasse, et notamment avoir ramené de la matière organique. On a parlé beaucoup, sans le citer, de la ration du sol. Le sol, il a besoin de retrouver de la matière sèche et notamment de la matière organique pour nourrir l'activité biologique. Et donc là, c'est une façon d'optimiser cet apport et de faire en sorte que le sol, il mange comme vous et moi à à sa juste valeur, enfin qu'il ait ce qu'il lui faut pour toute l'année et pas juste à un moment donné. Donc là, c'est essayer d'optimiser la couverture du sol. On sait que avec la pomme de terre, on a affiné, on a déstructuré un peu le sol. Là, c'est comment faire en sorte de tout de suite remettre les ingrédients et améliorer à l'échelle de la rotation la matière sèche qui est ramenée au système. Donc, c'est des choses qui sont développées, et après, il faut voir le blé derrière, comment est-ce qu'il se comporte, mais on est capable d'implanter dans ce genre de couvert. Là, il était un peu trop lignifié, mais un couvert un peu plus vert. Et d'ailleurs, on voit bien tout de suite l'impact sur la structure. On a besoin de moins de puissance pour travailler, et la terre se range mieux derrière un couvert végétal. Donc, c'est des pistes qui sont vraiment en cours de développement, et c'est pas encore mis en routine partout. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, est-ce que des personnes veulent poser d'autres questions? Vous pouvez aussi prendre la parole, hein, activer votre micro, n'hésitez pas. On vous invite vraiment, ceux qui le peuvent, à apporter vos observations, vos questions sur le groupe, et puis on pourra, lors de la prochaine session, faire intervenir des personnes qui le souhaitent, vraiment pour présenter leur vision, leurs itinéraires de culture. Donc c'est vraiment euh, notre vision des choses, c'est de laisser la parole à ceux qui le souhaitent, hein. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. L'objectif, il est vraiment, à mon avis, du groupe. On a besoin de tous de partager, et on a des difficultés, je trouve, à capitaliser la connaissance et les expériences de chacun. Et on voit bien qu'on est dans un système agricole qui évolue, et on a besoin d'échanger et de se confronter aussi et de se rassurer par rapport aux leviers techniques qu'on va pouvoir développer. Et on a besoin de savoir, de se rencontrer aussi, d'aller voir qui fait quoi, ou comment est-ce qu'il a levé les impasses. Et l'objectif, c'est pour moi de vraiment développer une communauté, qu'on puisse échanger et capitaliser tout ce qu'on peut tester, essayer, innover. Et c'est comme ça qu'on va faire en sorte que le milieu agricole va se développer.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Baptiste, je dirais d'autant plus que finalement, dans le milieu du légume, on est assez cloisonné dans des spécialités. Il y a des techniciens qui travaillent vraiment par culture, ce qui est un peu moins le cas en grande culture, où les gens ils sont un petit peu plus généralistes, parce qu'il y a moins de culture aussi. En légumes, les gens ils sont spécialisés, et du coup, chacun travaille un petit peu dans son coin avec ses producteurs et sa spécialité. Et en fait, on se rend compte que on peut trouver des pistes techniques qui sont vraiment communes. Et du coup, l'idée du partage, c'est vraiment celle-là, c'est de se dire peut-être qu'il y a des gens en Bretagne qui travaillent sur du chou et en fait, ils ont déjà essayé ces itinéraires techniques avec du strip-till, par exemple, et juste, on n'est pas au courant. Ou alors, il y a des gens dans le sud-ouest qui travaillent sur de l'ail et on ne le sait pas. Enfin, voilà, tout ça, en fait, on le sait parce qu'on en entend parler, mais on n'a pas forcément de plateforme pour un peu échanger et se donner des idées sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et avoir un peu les retours d'expérience sur ces techniques. Vous avez compris, je crois, dans cette présentation, que quelque part, le monde du légume est un peu en retard sur l'agriculture de conservation. Il y a des raisons qui sont à la fois structurelles et aussi, on va dire, de difficultés inhérentes à ces productions. Mais du coup, je crois qu'on a d'autant plus intérêt à se parler. Oui, alors j'ajouterai aussi je vais vous présenter très rapidement un groupe auquel vous avez accès, qui est un groupe de viticulteurs dans la Marne, enfin en Champagne. Donc c'est celui-ci. Juste pour vous présenter ce que l'on va pouvoir faire avec un groupe d'innovation dans l'Andfise. Donc ici, c'est un groupe qui échange beaucoup. Il y a des publications très régulièrement. On a par exemple construit un petit tableau de suivi des expérimentations et leur localisation. On peut aller pointer chacune et puis avoir le détail en cliquant ici. On a aussi construit un tableau des parcelles avec la date de semis de chaque parcelle, l'espèce, la variété du mélange et puis la dose de semis. Donc, ça nous permet d'avoir une vision complète du groupe et des partages qui sont faits et puis des données qui restent à compléter. Donc, tous ces éléments, on va pouvoir les mettre en place également sur le groupe de légumes agriculture de conservation, mais selon ce qui vous intéresse. Donc, ça se construit, tout ça se construit avec vous au fil du temps. Donc, on se retrouvera régulièrement et puis on pourra échanger aussi dans l'outil pour justement construire ces synthèses qui permettent d'avoir une vision globale. Donc, rentrez dans le groupe, appropriez-vous l'outil et partagez. Il y a un formulaire que Arthur et Baptiste ont mis en place. Donc, ce formulaire, il vous permet, comme je disais tout à l'heure, de présenter des données sur vos parcelles avec des éléments sur le couvert végétal, la date de semis, etc. Ce qui permet d'avoir des informations précises qui sont apportées avec chaque photo. Voilà. Peut-être en conclusion, Nicolas, dire que on souhaiterait faire un petit peu des bouts de champ comme ça régulièrement. Et du coup, c'est pas moi et Baptiste qui devons tenir le micro, mais c'est plutôt vous, si vous avez des choses justement à présenter, des choses que vous avez essayées, vous êtes technicien, vous êtes agriculteur, et vous avez un peu de recul sur des choses que vous avez mis en place, même si ça peut être des échecs, c'est toujours très instructif. Voilà, l'idée, c'est de faire un peu intervenir des gens qui ont essayé des choses sur du légume un petit peu en grand et qui présentent un petit peu les résultats et faire partager à tout le monde et créer un petit peu comme ça un groupe d'échange autour de ces rendez-vous. Exactement. Donc, chacun peut s'inscrire et puis on préparera ensemble la présentation. On vous aidera à vous préparer, à parler pendant cet échange. Donc ça, on le fait régulièrement sur d'autres systèmes. Ça marche très bien et c'est vraiment intéressant d'avoir les retours d'expérience de chacun. Eh bien, merci à tous. Baptiste, tu veux dire un mot de la fin? Non, bah, tout a été dit. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'échanger. Et puis, bah, là, l'interface et le bout de champ, ça permet d'échanger à distance avec plein de monde. Mais peut-être qu'après, à terme, on pourra imaginer de se retrouver quand on pourra sur le terrain et d'aller voir concrètement ce qui s'est passé dans les champs. C'est aussi l'idée bah, d'échanger, de partager et d'aller voir chez les uns, chez les autres, qu'est-ce qui a été fait. Mais pour moi, ouais, c'est capitaliser, savoir qui fait quoi et où. Et peut-être que les premiers postes
qui serait intéressant d'ajouter dans Landfile quand vous allez arriver, c'est de mettre où vous êtes et un peu ce que vous avez déjà testé pour pas réinventer l'eau chaude et qu'on puisse transposer un peu toutes les techniques qui ont été éprouvées sur chaque système. En effet, on avait prévu de vous demander donc vos couverts en place, hein, les préparations du sol ou les méthodes d'implantation. Donc voilà les trois sujets, les trois informations que vous pouvez apporter tout simplement avec juste une petite photo, un commentaire, pas forcément plus. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins, on pourra vous accompagner et puis partager tout ce qu'on peut faire et voir. Merci en tout cas, Nicolas, pour l'organisation et merci à tous. Merci à tous, merci Arthur et Baptiste. Merci Nicolas. Merci, Au revoir. À tous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.